Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Sophie de Menton. Bonjour Sophie, chef d'entreprise, Bonjour présidente Valérie. du mouvement éthique. Vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Alex Darmon est avec nous, journaliste politique. Votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat politique. Bonjour à vous Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio les mercredis matins. Et Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris. Alors le gouvernement vient de tomber, le nouveau gouvernement. On va évidemment commenter ce remaniement. C'est un communiqué et non pas une annonce sur le perron par Alexis Collère. C'est en général bizarre, ce qui se... Non, en fait, il paraît que quand il n'y a pas de changement de Premier ministre, ça peut se passer de cette manière. Mais on va en reparler avec Damien Abad qui part, Olivier Véran qui remplace Olivia Grégoire, François Braun à la santé. Bref, nous allons commenter tout cela. Éric Coquerel accusé, indignation à géométrie variable. À gauche, on vous croit, oui, on vous croit. C'était ce que disait Sandrine Rousseau, sauf qu'on vous croit, mais pas tout le temps, quoi. Il y a des petits... Voilà, c'est pas tout le temps. Et puis, pouvoir d'achat, faut-il bloquer le prix du carburant à 1,50 € le litre, comme le demande LR? Tous ces sujets avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sophie, votre coup de cœur ou coup de gueule? C'est un coup de gueule. Vous êtes énervé ce matin? C'est un coup de gueule. Écoutez, c'est un coup de gueule de bourgeoise, les auditeurs vont m'excuser, mais c'était un coup de gueule contre le débraillé. Il se trouve que j'étais en Normandie ce week-end et je sors dans une petite rue et je vois un type qui... J'ai un petit recul parce qu'il était en débardeur avec un short, des tennis n'importe comment. Enfin, il fait à la limite un peu peur. Oui, oui. Sauf que il était à côté d'un beau camion jaune et que c'était le postier. Et donc, oui, c'était le postier. Et donc, je trouve que l'uniforme est quelque chose qui est bien, qui marque un statut. L'uniforme, d'ailleurs, quel qu'il soit, et je pense que dans certaines écoles, ce serait très bien. Et là, tout d'un coup, il était certainement très sympathique, mais ça faisait plusieurs fois que je voyais des postiers, mais n'importe comment, effectivement. Il n'y a plus d'uniforme à la poste, ou en tout cas, il n'est pas respecté. Et je me disais qu'on avait quand même une tendance aujourd'hui, avec d'ailleurs, c'est pas forcément un bon exemple ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale. Et je crois que pour avoir une colonne vertébrale vis-à-vis des jeunes, des enfants, pour un peu incarner un peu sa fonction, quelle qu'elle soit, je veux dire, c'est bien. Le respect de l'uniforme est quelque chose d'intéressant et je trouve qu'il faudrait y revenir un peu. Alors, j'ai eu la même réaction que vous. J'ai eu la même réaction que vous. C'est marrant. Samedi matin, où j'ai vu un camion jaune particulièrement en mauvais état, avec les fenêtres ouvertes et de la musique très très fort, et quelqu'un sortir en short et voilà, pas dans une tenue qu'on attendrait effectivement. Mais en fait, j'ai compris qu'il y a des prestataires maintenant. La Poste sous-traite un certain nombre de ses prestations et les camions jaunes ne sont pas forcément des camions de la Poste. Voilà, donc c'est voilà. Alors, mais Valérie, cette émission est faite pour ça aussi, hein. Oui, Oui. absolument, mais vous avez tout à fait raison. Il y a des sous-traitants partout, et je vais vous dire, le sous-traitant en général, il est plus exemplaire même que celui qui le remplace, parce que les sous-traitants, c'est des boîtes privées. Je vais vous dire, je sais ce que c'est, on en a. Il y a une exigence tout à fait encore plus importante à avoir vis-à-vis d'un sous-traitant. Et alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'on m'a objecté que c'est au facteur de la Poste d'entretenir sa tenue de travail. Alors, peut-être qu'il n'avait pas envie d'entretenir sa tenue de travail. Mais en règle générale, il y a un laisser-aller absolu, y compris chez les professeurs. Pardonnez-moi, je viens dessus, mais chez les professeurs, on voit dans les écoles, on les voit sortir aussi avec des jeans troués, il y en a marre. Bah oui, mais je vais vous dire qu'on va vous dire que ce sont des réactions de vieilles bourgeoises, oui, merci pour vieille. Non, mais je m'inclus dans le lot, parce que j'ai été moi aussi très étonnée de voir le comportement. Mais vous savez, il y a des jeunes comme nous, des très jeunes comme nous. Alex, vous êtes jeune, vous en pensez quoi? Alors, attendez. Et regardez la fierté juste une seconde, mais la fierté de ceux qui portent l'uniforme. Je pense aux Saint-Cyriens. Il y avait le bal des Saint-Cyriens. Oui, alors là, vous êtes carrément dans l'autre. Oui, je suis carrément.
Bah oui, c'est ceux qui nous défendent, pardonnez-moi, c'est l'honneur de la France aussi. Et puis il y a des jeunes qui Sophie, sont on a compris, on va faire tourner la parole. Alex qui est un jeune, qu'est-ce que vous pensez? Déjà, merci beaucoup Valérie de dire que je suis jeune, ça me touche énormément parce que vous êtes le plus jeune. Non, voilà, c'est plutôt ça. Non, mais je comprends sur le fait que ça puisse choquer et que ça puisse interpeller. L'uniforme, moi, je suis pas forcément contre dans le travail. D'abord, ça me semble naturel quand vous appartenez à un groupe. Effectivement, si vous appartenez à un groupe, il faut mettre un uniforme. À l'école, je suis plus contre l'uniforme, même si ça peut avoir des valeurs importantes sur le fait que ça peut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais aujourd'hui, l'école, c'est plus ça. Donc, je suis plus contre l'uniforme à l'école. Voilà. Ça me choquerait pas plus que ça que de voir quelqu'un qui n'a pas d'uniforme venir travailler. C'est aussi l'ubérisation de la société. Vous le disiez, c'est sous-traitant. L'ubérisation de la société, voilà, il faut accepter le fait que on n'ait plus les mêmes codes qu'avant. Quoique, vous savez, au départ de Uber, c'était une, mais on pensait que c'était plein d'autres. Uber, les chauffeurs étaient très bien habillés dans leur véhicule. Ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Voilà, il y a un laisser-aller, c'est certain. Ça. Vous voyez, nos auditeurs sont à peu près d'accord avec vous, Sophie, sur Facebook. Et Laurence nous dit, si Disney sait faire une tenue correcte pour ses employés, peut-être que la Poste peut faire de même. Un short, un t-shirt léger à l'effigie de la Poste. Les uniformes dans le privé sont aussi adaptés et légers en été. Effectivement, c'est une forme de laisser aller. Nicolas, Alexis, ce débat vous passionne. Moi, je suis totalement d'accord avec Sophie. Moi, je vais même plus loin. Je suis contre Alex. Pour moi, je veux l'uniforme à l'école. Parce que ça oblige les jeunes justement à s'habiller. D'abord, en termes de sociabilité, tout le monde est au même niveau. Celui qui a la plus belle chaussure et qui a plus d'argent pour se payer la plus belle chaussure elle sera à la même égalité que l'autre. Donc pour moi, je suis même pour le retour de l'uniforme à l'école. Mais ça va plus loin. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais c'est ce que je disais. Depuis qu'on a décrété qu'il fallait pas mettre la cravate dans l'hémicycle, mais on vient en t-shirt, vous avez vu. Alors là, je vais me faire tirer dessus, mais regardez les nouveaux députés de la France Insoumise. Ça vient en jean, en basket, en jean déchiré et en t-shirt. Et on est vice-président de l'Assemblée. Non, alors là, je rejoins complètement Sophie. Un peu de décence. Voilà. Peut-être qu'Alexis aura un son dissonant. On est obligé de marquer une pause parce qu'il est 11h. Il est bientôt 11h et que c'est l'heure du journal. Mais je vous donne la parole tout de suite après. Un jeune auditeur me dit en Guadeloupe, il y a l'uniforme en primaire, en maternelle et même dans le public. C'est très bien. Très bien. Voilà. Alexis, vous êtes d'accord avec ça? Ils sont fiers d'être en uniforme. Ils sont fiers. C'est un débat qui revient. C'est un peu comme le burkini. Ça revient cycliquement tous les ans. Non, mais c'est dans les termes marronniers. Non, mais là, on parle de. Non, mais on est. Il y a des études sur les uniformes dans les pays qui ont l'uniforme. Il y a des moyens de montrer qu'on a de l'argent même si on a l'uniforme. Et puis après, je suis d'accord, il y a le respect de l'uniforme pour certaines choses. Non, mais la Poste en particulier, c'est vrai que la Poste. La Poste, on reconnaît la bagnole jaune avec le logo. Moi, je préférais l'ancien logo. La bagnole jaune qui se gare en double fil parfois quand il y a même une place de stationnement. Voilà, nos amitiés au directeur de la communication de la Poste qui va nous envoyer un petit message, mais faites-leur passer le message à vos chauffeurs parce que souvent on les voit garés en double fil. Non, mais là c'est la Poste qui vient relever le courrier dans la Poste à côté de chez moi. Ils se garent en double fil alors qu'il y a une place livraison juste devant. Bon allez, on a fait nos vieux cons ce matin. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct. Vous savez que vous pouvez réagir à l'émission sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et nous appeler au 0826 300 300. Aujourd'hui, débat avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Votre dernier livre, La France sans dessus-dessous, est paru aux éditions Erol. Alex Darmon, journaliste politique. Vous dirigez la chaîne Les Indécis, chaîne de débat politique sur YouTube. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio le mercredi matin, et Nicolas Jeantet, directeur des Centristes et conseiller de Paris. Donc nous avons eu le coup de gueule de Sophie de Menton. Vous voulez ajouter quelque chose, Alexis, ou pas, sur la tenue des postiers? Non, ça va, on a fait le tour. Il y a d'autres soucis. Il y a d'autres soucis. Nicolas Jeantet, un coup de gueule. Non, un coup de cœur pour une fois. Oui, pour une fois, parce que c'est aujourd'hui que débute la fête du cinéma. Et on ne parle pas assez du cinéma en France, parce que vous savez que le cinéma vit une crise.
J'ai été voir d'ailleurs, alors vous allez être surpris, mais j'ai été voir hier Top Gun avec mon fils. Alors j'étais plutôt agréablement surpris de ce film. Alors la salle était à moitié vide. Et alors j'ai discuté en sortant avec le directeur du cinéma, c'était pas loin de chez moi, à Paty à Beaugrenelle, et il me disait, écoutez, il y a trois choses. D'abord, il y a une perte d'habitude liée au Covid, bien évidemment. Les gens vont sur les plateformes, etc. Deuxièmement, il le disait sans le dire, mais c'est vrai que le prix de la place, je trouve, reste relativement élevé. On est entre 8 et 13 euros, 15 euros même par moment. Et puis, il me disait une chose importante, les 60 ans ont complètement délaissé les salles de cinéma. Voilà. Et donc, il espère que cette semaine, cette fête du cinéma, va permettre de faire revenir un peu du public dans la salle. Je rappelle quand même que la France était le premier pays en Europe du cinéma, avec 213 millions de places en 2019 et 95 millions en 2021. Ouais. Et qu'on a, la France a une spécificité un peu spéciale, puisque vous savez que 10% du prix du billet est donné à un fonds pour aider les producteurs. Alors, ce qu'on peut un peu critiquer, c'est de se dire que c'est toujours donné à des films un peu intello, et donc je trouve que la France ne fait pas assez de films pour le grand public, les producteurs français, et qu'on est toujours dans des grands films américains. C'est d'ailleurs le cas de Top Gun. Bah, oui. Et je trouve que voilà, les producteurs ne font pas assez l'effort d'aller chercher et d'aller produire des films à grand public. Et on a toujours des films un peu intello français. Et voilà, je le regrette un peu. Ou des comédies que vous n'avez pas forcément envie d'aller voir au cinéma. Vous dites ça va passer dans 6 mois à la télévision et ce sera bien suffisant. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un manque d'ambition du cinéma français. Oui, et Alex Darmon. Je pense aussi, Valérie, que la chronologie des médias qui a été retouchée il n'y a pas longtemps sur les dates de sortie qui s'enchaînent très proches les unes des autres n'a pas aidé le cinéma. Comme vous l'avez très bien dit, Nicolas, le prix de la place aujourd'hui entre 8 et 15 euros. Quand vous payez un abonnement mensuel pour les plateformes maximum 10 euros et que vous retrouvez ces films au cinéma 4 à 6 mois après derrière, c'est une chronologie à laquelle on a touché et à laquelle les plateformes ont touché et ont eu gain de cause, qui n'aide pas du tout le cinéma et qui laisse entrevoir un avenir assez sombre pour le milieu cinématographique. Alors, est-ce que c'est la fin pour autant du cinéma? Vous vous souvenez quand, dans les années 80, on disait que c'était la fin du cinéma avec l'arrivée des cassettes VHS. Et puis après, dans les années 84, c'était l'arrivée de Canal+. On disait, ça y est, c'est la fin du cinéma. Bon, finalement, le cinéma n'est pas mort, mais de grâce, profitez de cette fête du cinéma. Les places sont à 4 euros. Il y a d'ailleurs un film français de Jérôme Commodore, La Irréductible, que j'irai voir demain parce qu'apparemment, il est génial. Oui, mais apparemment, il est bien. Allez au cinéma. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une désaffection dans les théâtres, dans les cinémas. Alexis, vous allez vous produire à Avignon cette année? Non, c'était l'an dernier. Là, oui, c'était l'an dernier, je sais. Pas de nouvelle pièce, non, on va tourner avec la pièce de l'an dernier, L'homme qui tue Muammar Kadhafi. Le théâtre aussi souffre un peu de désamour, mais le cinéma, il faut voir le prix de la place. C'est sûr que c'est très cher sans abonnement. L'offre aussi, je crois que voilà, il y a pas forcément l'offre qui est attendue. Et puis peut-être, ça a toujours été les jeunes qui ont été les moteurs de la consommation du cinéma, et aujourd'hui, clairement, ça se passe ailleurs. C'est sur les plateformes de VOD. C'est une autre façon de consommer de la fiction qui fait que le cinéma, est dans une mauvaise passe. D'ailleurs, Cannes avait essayé de lutter pour ne pas mettre de films plateforme en avant, mais il voit bien que devant la puissance des GAFAM, ça va être très compliqué de faire face à Disney, Amazon, Netflix dans les années qui viennent. Sabrina nous dit prix de la place, des films très moyens, le prix du gasoil, l'emplacement parking payant, ça fait réfléchir à deux fois avant de faire une sortie. C'est clair. En gros, vive Netflix. Et Laurence dit franchement, j'adorerais aller au cinéma, mais c'est fini, c'est trop cher. Donc ils voilà. ont raison, Valérie. Et par rapport à des pays à l'étranger, vraiment, allons voir ce qui se passe à l'étranger, où le prix des places est vraiment beaucoup plus bas, et surtout, malgré tout en plus de tout ce qui est dit par Laurence là en commentaire.
Quand vous allez au cinéma, vous y allez aussi avec vos enfants et vous voulez leur faire plaisir, vous payez le popcorn, les glaces, le coca et tout ça, ça monte une addition très salée au final. Et sans oublier la place de stationnement, et notamment à Paris avec Anne Hidalgo, où le prix de la place de stationnement, c'est 4 places de cinéma. Donc finalement, on se sort avec une soirée à 50 € pour aller voir un film dont on ne sait pas s'il est bien ou pas bien d'ailleurs. Ah ouais, absolument. Aller au théâtre. Oui, le théâtre c'est pareil, hein, c'est encore plus cher le théâtre, Sophie. Oui, mais il y a une dimension au moins intéressante plutôt que effectivement d'aller voir un film dont on ne sait pas ce que c'est. Il y a des gens qui jouent. Moi, je trouve que le théâtre est à soutenir beaucoup plus que le cinéma. Mais voilà. Les deux. Le cinéma, il se vendra sur. C'est fini le cinéma. Ah bon, écoutez, on fera un débat. Allez, on passe au sport avec Alex Darmon et son coup de cœur. Alex. Alors oui, mon coup de cœur, c'est l'arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Génial. Qui va être officialisé d'ici quelques heures, quelques minutes, puisqu'il reprend l'entraînement ce matin avec les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est un coup de cœur en fait parce que enfin du franco-français au PSG, avec la réussite française depuis ces dernières années, qui est un entraîneur français, Christophe Galtier, qui a gagné avec plusieurs clubs français. Et on va le mettre à la tête du meilleur club. Alors ça va faire sourire Alexis Poulain, j'en suis sûr, mais on va le mettre à la tête du meilleur club. Non, c'est le meilleur club, c'est le meilleur club. Non, mais le meilleur club français qui est tenu par des étrangers en effet. Par un État étranger. Mais en tout cas, on peut reconnaître le fait que c'est un entraîneur français pour une fois qui va entraîner. Les dernières bonnes saisons avaient été réalisées aussi par un entraîneur français qui est Laurent Blanc. Donc moi, j'y vois un signe positif, j'y vois aussi un signe sur le fait qu'on va essayer de promouvoir les talents français au Paris Saint-Germain, aller chercher un petit peu des joueurs qui sortent du lot en Ligue 1, là où on avait fait du coup de bling-bling depuis des saisons et on allait payer des joueurs hors de prix sans avoir de politique sportive. C'est peut-être un mal pour un bien. À voir. En tout cas, je trouve ça positif. Écoutez, on verra, oui. Un commentaire pour les amateurs de foot, Nicolas ou Alexis? Non, mais moi je suis un fan du Paris Saint-Germain, donc je suis ravi. Et puis je suis ravi qu'on commence vers une politique de moins de bling-bling. Il faut que le Paris Saint-Germain devienne plus sobre et on va gagner plein de matchs, j'en suis convaincu. Certaines. Bon. Alexis, fan du PSG? Non. Non, le foot en général, je suis pas beaucoup, donc c'est une grande équipe maintenant le PSG, c'est sûr. Donc on verra ce que ça donne pour les fans. J'imagine qu'ils sont heureux. Ouais. Allez, les noms des nommés au gouvernement, l'impression d'être au César, sont en train, c'est un petit peu ça, sont en train de tomber. Il n'y a pas eu, apparemment, contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas eu de. Ah si, il y a le communiqué. Donc 42 membres du gouvernement Borne 2. 16 heures Conseil des ministres, le patron de la Croix-Rouge, Jean-Christophe Combe, remplace Damien Abad. Bref, on va le détailler, mais votre coup de gueule, il est déjà, cher Alexis, sur ce nouveau gouvernement, puisqu'on a appris ce matin. Non, c'est un coup de cœur parce que je suis très heureux que Olivier Véran reprenne le poste de porte-parole et que Olivia Grégoire va reprendre les PME. Marlène Schiappa revient aussi, donc c'est une excellente nouvelle. Olivier Véran, c'est celui, un peu comme Sibeth Ndiaye, qui assumait mentir pour sauver le président, qui a fait à peu près la même chose pendant la crise du Covid, où il a dit tout et son contraire pendant quelques mois. Alors voilà, là au poste de porte-parole, je pense qu'on va avoir de bons moments à passer ensemble, à commenter ce que va pouvoir nous dire ce porte-parole extraordinaire que va être Olivier Véran. Voilà. Bon, alors c'était un coup de cœur, c'était en fait un coup de gueule, mais vous le tournez de façon ironique en coup de cœur parce que vous pensez que vous allez vous amuser. C'est quand même peut-être pour commencer par cette nomination d'Olivier Véran et par le départ d'Olivia Grégoire ou plutôt le retour au ministère de l'économie puisqu'elle va s'occuper des PME. C'est un porte-parole qui n'aura pas duré très longtemps pour elle. Non, mais comment vous le comprenez? Elle n'était pas adaptée à la fonction. C'est pour ça aussi que on l'a vu un peu en difficulté sur les plateaux. C'est un exercice difficile, et je pense qu'Olivier Véran, lui, il a cette capacité de répondre au tac, d'inventer n'importe quoi pour se sortir de situations. La langue de bois, évidemment. Donc c'est un métier. Donc je pense qu'il est pas mauvais dans ce rôle-là, et c'est pour ça que je suis content parce qu'on va pouvoir s'amuser. Voilà. Olivier Grégoire était très critiqué. Souvenez-vous le titre du Canard enchaîné qu'il appelait une gueularde dépourvue de fond. C'était quand même c'est limite misogyne comme titre. C'est surtout ça. C'était quand même hard. Et puis Olivier Véran, on savait qu'il était très clivant.
à l'Assemblée nationale et qu'il allait être très clivant. On se souvient ces épisodes d'engueulade avec la France insoumise lors du pass sanitaire. Donc, il fallait qu'il s'en aille. Donc, c'était mieux qu'il... Alors, on a mis Franck Riester. Alors, je ne sais pas si c'est mieux. Il connaît un peu l'Assemblée nationale, mais en tout cas, voilà, que ces chaises musicales étaient importantes. Oui, absolument. Alors on va commencer à en parler. Alex, c'était un autre coup de gueule que vous vouliez faire en fait? Non, oui, mais c'est pas très grave. Non, je voulais parler de Benjamin Brière, qui a été condamné à 8 ans de prison, qui a vu sa peine de prison confirmée en Iran. Vous savez, c'est ce touriste qui se promenait en Iran et avec son drone, qui a son drone touristique. C'est un drone de loisir. C'était pas un drone à proprement parler dans les meilleures conditions, a été accusé de faire de l'espionnage en Iran et qui est bloqué. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de sa situation à ce garçon. On se demande ce que fait l'État français. Il a été encore emprisonné, sa peine a été encore confirmée à 8 ans de prison et je trouve ça terrible, vraiment terrible. Il faut en parler, sincèrement. Bon, voilà. Oui, vous avez raison qu'on n'oublie pas. Il y a cette enquête aussi qui a été abandonnée au Japon de cette jeune femme qui a disparu et les juges d'instruction ont décidé de clore le dossier. On pense à ces familles qui se retrouvent finalement face à un mur, pas de solution. C'est très très difficile et très douloureux. C'est vrai qu'il y a des situations dont on parle assez peu. On se retrouve dans un instant et on va commenter ce nouveau gouvernement Borne, le Borne 2, Borne 2 avec un certain nombre de changements. Bon, est-ce que c'est un jeu de chaises musicales comme le disent certains? Il y a tout de même quelques surprises. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio et donc le nouveau gouvernement, enfin doit-on dire nouveau gouvernement parce qu'il y a quand même un jeu de chaises musicales. Je regarde quelques commentaires sur Twitter. Le pire remaniement que j'ai jamais vu. On recycle le Titanic cool. Macron ne veut toujours pas sortir Darmanin du gouvernement. Sinon ce nouveau gouvernement, il sent un peu la vieille soupe réchauffée quand même. Alors Damien Abad a été exclu du gouvernement. C'est un fait que nous allons commenter parce que c'est quand même la première fois, me semble-t-il, qu'on écarte un homme qui n'a pas été jugé pour l'instant. Il y avait eu le cas Darmanin qui a été accusé, il y avait eu des plaintes contre lui, mais il était resté au gouvernement. Donc on va y revenir. Parmi les nominations, donc on sait que Marlène Schiappa revient au gouvernement. Donc on a Olivier Véran, on l'a dit, nommé porte-parole en remplacement d'Olivia Grégoire, qui elle repart à Bercy. Elle devient ministre délégué en charge des PME, du commerce et de l'artisanat. François Braun, donc celui qui avait été chargé de la mission Flash pour endiguer la crise dans les hôpitaux, médecin urgentiste, qui devient ministre de la Santé. Marlène Schiappa, elle sera ministre en charge de l'économie sociale, solidaire et de la vie associative. Christophe Béchu va remplacer, ce sont les postes importants, Amélie de Montchalin à la transition écologique. Christophe Béchu, qui est le maire d'Angers et proche d'Édouard Philippe. On voit qu'il y a eu beaucoup de messages qui ont été envoyés à la fois à François Bayrou et à Édouard Philippe. L'ancien préfet Jean-François Carenco est nommé lui ministre des Outre-mer, Clément Beaune ministre des Transports, Jean-Noël Barrot ministre du Numérique. Bref, on va pas tous les citer. Un premier commentaire, Alexis Poulain, sur ce remaniement. Bon, Damien Abad exfiltré, avec aussi Chrysoula, l'autre ministre qui était accusé de Non, elle reste, elle, je crois. Ah non? Non. Si, elle reste. Elle reste. Je me suis trompé. Elle reste pour une raison très simple, c'est que le viol. C'est étonnant. Viol, non, mais parce que le viol gynécologique n'est pas reconnu dans le droit pénal. Non, alors attendez, c'était sur France Info. Elle quitte le gouvernement accusé de viol, quitte le gouvernement à France Info. On va en reparler, mais on va revenir. Il y a un couac. Alors désolé. On va revenir. Non, mais on va revenir sur le cas Abad tout à l'heure. Le cas Abad, évidemment, parce que lui part. Oui, lui part, il a tout perdu, parce que il a trahi les Républicains. Tant mieux. Tout ça est insupportable. Tout ça est insupportable.
Parce que franchement, d'abord, il y a quand même un homme qui est handicapé, infirme. Quand on imagine dans la vie ce qu'il a dû faire pour... Non mais Sophie, on va pas... Je finis. Je dis simplement en 3 minutes que tous ceux qui sont là attaqués, il n'y a pas de tribunaux qui s'en sont saisis, que c'est une espèce de mode enquête en cours. Bien sûr qu'il y a une enquête qui est en cours. Une enquête en cours. Qui est en cours. Ne dites pas quant ça, à la gynécologue, n'en parlons même pas. Voilà. Et j'ai entendu la femme qui se plaignait, Dieu sait si vraiment Coquerel est vraiment la personne que je ne voudrais pas voir à l'Assemblée. Mélangez pas tout. Avoir entendu une femme... non mais je ne mélange pas tout. Tout le monde, il y en a 4 qui sont en train, qui sont virés. Non, il n'y en a pas 4 qui sont virés pour ça. Damien Abad est viré pour cette raison. Point. Les autres, c'est tout à fait autre chose. Je veux dire, mais Coquerel, il est président de la commission des lois, donc c'est encore autre chose. On va en reparler. Non, mais il arrive à être effectivement terriblement accusé. Terriblement, mais si c'est vrai, enfin, on vous croit, on va pas. Attendez, on va pas. Je voudrais qu'on commande déjà. C'est pour ça que je vous dis qu'on ferait le cas Abad après. Mais les membres du gouvernement, visiblement, il n'y a pas vraiment de LR. Il n'y a pas de signes qui sont envoyés à LR. Il n'y a pas de signes qui sont envoyés à gauche. Il n'y a pas de signes qui sont envoyés à l'extrême droite. Un petit peu à gauche. Un seul signe à gauche, c'est Olivier Klein. Ouais. Olivier Klein. Olivier Klein, juste un mot. C'est quelqu'un de très important. C'est un ancien communiste qui est devenu Parti socialiste et qui est quand même le maire de Clichy-sous-Bois, qui est une des villes les plus pauvres de la banlieue parisienne. Vous vous souvenez, en 2015, c'est là où il y a eu des émeutes avec les 2 jeunes qui ont été électrifiés dans une cabine, je sais plus comment on appelle ça, un transformateur. C'est quand même le président de l'ANRU. Donc, ce qu'avait mis en place Borloo, c'est un fin connaisseur, je le dis franchement, parce que moi je l'ai côtoyé un tout petit peu parce qu'il est à la tête du Grand Paris Express, c'est vraiment un symbole, il est à la politique de la ville et je pense que c'est un vrai signal pour les banlieues. J'espère qu'il va réussir à avoir les moyens de son ministère, mais je pense que là, pour moi, c'est la vraie nouveauté de ce gouvernement et une nouveauté importante. Moi, je suis d'accord avec ce qui est dit. Je pense que c'est une vraie prise à gauche. C'est d'ailleurs la seule prise, parce que c'est pour le coup un gouvernement dans la continuité de ce qui est fait depuis plus de 3 ans en vérité. Vous n'avez pas de grosse entrée non plus. Vous retrouvez 2 à 3 députés qui ont été compétents, il faut le dire, lors de la dernière mandature. Je pense à Hervé Bréville, mais chargé de la mer. Alors je dis pas que c'est pas important, mais c'est des postes secondaires. Hervé Bréville, c'est un bon député. Vous pouvez l'attendre ailleurs. Bref, c'est pas. Et vous avez un retour, Sarah El Haïry, au même poste que sur la précédente mandature à la jeunesse. Honnêtement, on sent qu'on s'est pas tellement creusé la tête, qu'on est plus dans la théorie du compromis que dans la théorie d'essayer de convaincre les autres. On veut faire du compromis, donc comme on veut faire du compromis, faut aller vite et on ne va pas chercher à droite ou à gauche. Et Alexis, surtout, il n'y a pas de prise à droite. Non, c'est ça. Finalement, vous avez eu des prises à droite, oui, mais vous voulez faire ça plus à droite. Non, mais c'est ça le plus important. On attendait éventuellement des ministres, Philippe Juvin, on attendait quelques ministres plutôt de droite. Il n'y en a pas eu. Donc, ça veut dire que la majorité relative est préservée et donc il va y avoir des difficultés au Parlement. C'est quand même ça la nouveauté la plus importante. Même le MoDem n'a eu que 2 postes supplémentaires, je les ai notés. C'est justement le nom dont tu as parlé et puis... je ne sais plus, Caroline Cailleux, non c'est Horizon, Caroline Cailleux, mais Dario Sec, qui est une MoDem, voilà. Oui, qui devient ministre des handicapés. Bayrou a eu 3 ministres, il en voulait plus. Horizon a été bien servi, mais il n'y a aucune prise à droite, donc on continue comme avant. Ouais, donc Nicolas Sarkozy a trahi son camp pour rien aussi, parce que peut-être qu'il espérait des postes, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, LR n'a rien obtenu. Sophie, ce gouvernement ? J'ai vraiment rien à en dire. Je vous ai tous écoutés. Vous avez des réflexions effectivement judicieuses, mais ça veut rien dire. J'ai l'impression que les problèmes sont tellement graves. On a tellement envie qu'on gouverne. On est en train de regarder. C'est le sage montre du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Enfin,
C'est nous les imbéciles. Non, c'est ce qu'on nous, c'est pas nous les imbéciles, c'est ceux qui regardent les nominations, etc. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas juger. Il y aura peut-être des ministres qu'on connaît pas, qui sont pas glamour, qui seront excellents et courageux. Moi, j'attends des hommes à la tête de ces ministères qui soient capables d'être des hommes et des femmes. Attention, des hommes et des femmes. Oui, je parle encore en générique, mais celles et ceux. Ouais. Celles et ceux qui se... Ouais. Je sais que par exemple Olivia Grégoire est une femme courageuse. Je l'ai connue quand elle occupait le poste que maintenant Marlène Schiappa occupe. Pas très bien pourquoi Marlène Schiappa est là, mais ça fait rien. Elle n'a rien trouvé d'autre. Ouais. Il y a Caroline Cayeux quand même en prise de droite. Oui, enfin, c'est Horizon, Caroline Cayeux. C'est droite. C'est quand même terrible de parler en termes de prise. Non, mais pas de prise, mais... Oui, non mais prise, j'aime pas le mot de prise non plus, mais c'est c'est plutôt on attendait un gouvernement qui soit peut-être plus pas d'union nationale, mais qui ait un peu plus de diversité, on va dire dans politique. LR a hurlé que jamais LR serait une béquille. Ils sont pas une béquille. Et voilà. LR a dit on sera pas des béquilles. Le Front National a été raisonnable, il se fait insulter toute la journée, il a dit oui on essaiera de gouverner normalement. Bon, très bien. Les Insoumis, j'en parle pas. Et les centristes, je trouve qu'ils ont manqué de courage parce que j'aurais pas laissé nommer à la tête de la commission finance. C'est les centristes qui pouvaient faire la différence. Mais bon. Donc moi, j'attends qu'ils gouvernent et qu'ils gouvernent bien et qu'ils se mettent immédiatement d'accord sur des sujets et voilà, qu'on essaie de copier un peu les Allemands. Allez, on va marquer une pause, on va continuer de commenter ce gouvernement. Je remarque qu'il n'y a toujours pas de ministère de la consommation. Enfin, c'est inclus dans Bercy, mais un ministre délégué en poste aurait peut-être été un signal quand on voit, je ne sais pas si vous avez écouté à 10h30, le nombre d'arnaques dont sont victimes les Français. Je pense qu'un ministre ou un secrétaire d'État en titre aurait peut-être été une bonne chose. Est-ce qu'on avait besoin encore d'un ministre des anciens combattants? Bon voilà, dans les intitulés, on s'étonne de retrouver un peu toujours les mêmes. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. Nous commentons donc ce nouveau gouvernement Borne avec un certain nombre d'arrivées au gouvernement, remaniement qui ne change pas grand-chose sur les grands ministères. Bruno Le Maire reste en place, Gérald Darmanin, Catherine Colonna, Éric Dupond-Moretti, Sébastien Lecornu, Olivier Dussopt, Papendiaï, Sylvie Retailleau, Marc Fesneau et puis Christophe Béchu, qui remplace la ministre de la Transition écologique. Tous ceux qui avaient été nommés à ces postes restent en place et remplacer le ministre de la Santé et de la Prévention, la ministre qui part et qui est remplacée par François Braun, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. La ministre des Sports est la même, les ministres délégués, Franck Riester, chargé des relations avec le Parlement, Olivier Véran, donc il est porte-parole, Isabelle Rome, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, ça n'a pas changé. Bref, on l'a dit tout à l'heure, Caroline Cayeux qui a été proche de François Fillon, qui est désormais proche, elle, de Monsieur Édouard Philippe, elle est aux collectivités territoriales avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Le retour, effectivement, on l'a dit, de Marlène Schiappa. Et puis, je le disais tout à l'heure, on voit qu'il y a donc certains ministères. Sonia Backes, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, qui est ministre chargée de la citoyenneté. Je ne sais pas, auprès de la ministre des Affaires étrangères. Il y a une ministre chargée donc de l'Europe, Sarah El Haïry aussi chargée de la jeunesse qui revient à son poste, et puis Dominique Faure chargé de la ruralité. Effectivement, peut-être encore un commentaire sur ce. Est-ce qu'on a le sentiment que le président de la République a entendu les urnes et en particulier ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Vous avez évoqué le sujet, Nicolas Jeantet, Alex Darmon, sur ce gouvernement qui est un gouvernement macronien. Ouais, macronien, mais enfin, moi j'ai toujours du mal quand on dit qu'il n'y a pas de droite dans ce gouvernement. Enfin, ça fait 5 ans qu'il y en a de la droite dans ce gouvernement. Ça fait 5 ans qu'ils nomment des premiers ministres de droite. Alors là, c'est la première fois qu'on a une première ministre à gauche. Mais Horizon, c'est à droite. Enfin, faut pas dire que c'est à gauche, Horizon. Quand il va chercher Caroline Cayeux,
Enfin, il n'y a pas plus à droite, entre guillemets, droite républicaine, que Caroline Cayeux, qui a été sénatrice LR, qui a eu des rôles importants chez LR. Vous l'avez dit, qui a été proche de François Fillon. Vous savez, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des gens, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, qui est très fort chez LR? Donnez-moi des noms. Il aurait été chercher Laurent Wauquiez, mais Laurent Wauquiez n'aurait jamais été dans un gouvernement comme celui-là. Il aurait été chercher qui d'autre? Xavier Bertrand? Pareil, jamais. Il n'a pas besoin d'aller chercher des noms importants, puisque LR est en train d'imploser de l'intérieur. Vous allez avoir une branche avec les ciotistes, entre guillemets, qui jamais ne rejoindront une coalition macronienne. Et puis, vous allez avoir des petits éléments qui vont se dire pourquoi pas, ça vaut peut-être le coup. Et pour convaincre ces éléments-là, les gens de droite, aujourd'hui au gouvernement, dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, on l'a dit, Franck Riester, Caroline Cayeux, les gens d'Horizon vont suffire. Ils vont suffire à les convaincre. Donc, il a entendu, entre guillemets, les gens de droite, les gens de gauche, ce qui s'est passé à gauche, avec NUP, bien évidemment qu'il ne les a pas entendus, mais qu'il ne voulait pas les entendre. Et donc, il n'y a pas eu de gouvernement à proprement parler d'union nationale. Maintenant, le fond de ma pensée, c'est que ce gouvernement ne résoudra aucun problème. Je ne pense pas qu'on arrivera à mener une politique cohérente pendant les 5 prochaines années. Et quand vous écoutez et que vous parlez avec des collaborateurs parlementaires, des collaborateurs ministériels, ce que j'ai fait ces dernières heures, ils vous disent que ce gouvernement va durer 1 an et demi. Pas plus, pas plus. Donc ils en ont conscience, c'est tout. Alexis, effectivement, c'est ce que disait Sophie, on voudrait des gens qui soient au travail et qui fassent avancer les choses. Mais pour réagir à ce que vient de dire Alex. Oui, je pense que c'est un gouvernement d'attente. On voit bien, Emmanuel Macron a pris la garde rapprochée, les grognards connus, et il n'y a pas d'ampleur dans ce gouvernement. Donc c'est vraiment. Marlène Schiappa au grognard. En attendant, soit en attendant la dissolution qui pourrait arriver d'ici un an, soit en attendant un changement de gouvernement après une grave crise sociale qui risque d'arriver vu l'état des finances, de l'économie, de l'inflation et de la conjoncture mondiale. Donc je pense que c'est juste un gouvernement d'attente. Oui. Oui, je pense, moi aussi, fondamental, Alexis, que le fait de redonner... Alors, il y a les mêmes. Déjà, on a un peu l'impression qu'on joue au jeu des chaises musicales. Il y en a qui sont restés 3 semaines ou 1 mois. Ça fait très mauvais effet. Ensuite de ça, je pense qu'ils auraient pu quand même faire l'effort de créativité, de repenser le monde tel qu'il est, en changeant les intitulés des gouvernements. Je ne sais pas pourquoi il y a, effectivement, Valérie l'a dit, un gouvernement aux secrétaire d'État aux anciens combattants. Aux anciens combattants, avec tout le respect immense aux anciens combattants. Attendez, je suis sûre que vous ne seriez pas d'accord, mais ça peut être rattaché à quelque chose d'autre. Je pense que la condition féminine, il y a des enjeux de société. J'aurais préféré qu'il y ait des ministres forts avec peut-être des directions qui seraient plus efficaces, avec un type de management pour des vrais sujets de société, que de balancer un secrétaire d'État qui fera rien de spécial. Alors, c'est Patricia. On n'a pas pensé ce gouvernement. C'est Patricia Mirabel, chargée des anciens combattants et de la mémoire, auprès de la ministre, auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Quel est le rapport avec la transition écologique? C'est les sous-titres qu'il faut lire, parce que Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel, elle est auprès du ministre des Armées. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Ah bon? Oui, parce que je voyais pas bien le rapport. Chrysola Zarakopoulou est rattaché à Sébastien Lecornu. Oui, ça paraît plus logique. Chrysola Zarakopoulou, elle est chargée du développement et de la francophonie et des partenariats internationaux auprès des ministres de l'Éducation, de la jeunesse. Il y a beaucoup effectivement de rattachements. Une ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité devrait être partout dans chaque ministère. Non, mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas eu d'ouverture, ni à droite, ni vers les Verts. On parlait à un moment de Jadot. Ni d'ailleurs vers le Rassemblement national. Donc, on est sur un gouvernement 100% Macronie. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que ça va être impossible de gouverner, de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. C'est quand même ça le fait le plus important. Donc ce n'est pas un gouvernement de coalition, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Donc on va rechercher des majorités
texte par texte. Et comme vous le dites, je pense que ça va marcher sur le pouvoir d'achat parce que les Français reprocheraient à tous les groupes politiques de ne pas s'entendre sur le pouvoir d'achat. Ça passera le prochain mois, 2 mois, 3 mois. Mais au bout de 6 mois, quand on arrivera, par exemple, au dossier des retraites, où là, il y a une vraie différence entre tous les groupes politiques sur l'âge même de la retraite, et bien là, ça explosera. Et comme vous le dites, comme l'a dit Alexis, il y aura une dissolution. Je ne vois pas comment faire autrement. Alors, il arrivera dans 6 mois ou même plutôt dans 1 an. Mais je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Alors, je vous lis le tweet de notre confrère Bruno Jeudi, fin observateur politique, mais tout autant que vous. Il dit un gouvernement remanié et replâtré qui recycle des secrétaires d'État et des équipes précédentes, qui ouvre en interne. Les amis de Bayrou et Philippe sont promus et pas à droite, et qui n'incarne pas le rassemblement et ne fera pas bouger une voix à l'Assemblée nationale. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que vous disiez. Parlons du cas Abad, effectivement, ce ministre, il était secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap. Il a donc été décidé, et c'est ce que voulait Elisabeth Borne depuis le début, de l'exclure du gouvernement. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais c'est la première fois qu'un ministre qui est accusé, sur lequel il y a une enquête, est exclu du gouvernement. On se souvient du cas de Gérald Darmanin. Il y a exactement aussi la ministre qui elle aussi a des plaintes pour viol en tant que gynécologue. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça n'existe pas, le viol gynécologue. Non, mais c'est pas la question. La question est un ministre mis en examen, ou en tout cas qui fait l'objet d'une enquête, qui est écarté d'un gouvernement. Alexis? Puisque vous étiez parti sur le sujet. C'est nouveau, mais je crois que c'était extrêmement sensible, et Elisabeth Borne était très mal à l'aise en fait avec Damien Abad, ce cas-là, qui n'était pas une casserole nécessaire dans la constitution d'un nouveau gouvernement. Donc je pense qu'elle a gagné contre Emmanuel Macron, qui peut-être aurait gardé Damien Abad, mais clairement ça a fait débat. Et bien sûr, une enquête est en cours, mais comme pour le ministre de la Justice, une enquête est en cours. Alors pas pour les faits de viol, bien entendu, mais 2 poids 2 mesures, puisque on entendait il y a quelques semaines que Emmanuel Macron mettait en avant la présomption d'innocence. Tout le monde le faisait, donc l'enquête en cours n'a pas aujourd'hui accusé formellement Damien Abad des faits qui lui sont reprochés. Donc on peut voir que là, il y a une volonté d'aller vite, d'éviter des soucis là où c'est pas nécessaire, qui n'a pas été prise du tout avec le cas du Dupond-Moretti, ministre de la Justice, mais en examen. Alors c'est pas exactement la même chose. Bien sûr que non, mais si la question c'est la justice et la mise en examen et pas la morale, le fait que d'un côté ce soit des affaires de mœurs, de l'autre des affaires autres. Je crois que c'est les femmes qui sont au centre de tout ça. C'est une vraie question. Soit on respecte la justice, la présomption d'innocence pour tout le monde, soit on fait un 2 poids 2 mesures parce que là la morale entre en jeu. Je comprends bien, mais les féministes vous rétorqueront que le président a fait l'objet de l'égalité, du secours aux femmes, entre guillemets, de son quinquennat. Et que donc, aujourd'hui, n'importe quelle femme, et moi je pense aux femmes qui effectivement souffrent beaucoup, etc., mais n'importe quelle femme a raison et peut faire sauter un ministre. Si je me permets le jeu de mots. Je ne pense pas. Voilà, il suffit qu'elle pas tout à fait. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, Sophie. Oui. Je pense que si cette décision qui a été prise, c'est qu'il y a eu un certain nombre de choses peut-être qui ont été. Ils ont d'autres renseignements que nous n'avons peut-être pas. Et je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'était intenable politiquement. Oui. Il y avait une pression énorme. Il y avait, je crois, une nouvelle plaignante. Il y a eu un nouveau dépôt de plainte d'ailleurs d'une nouvelle jeune femme qui s'est d'ailleurs de l'UMP d'ailleurs là qui se disait avoir été agressée, c'est tombé ce matin, qui se disait avoir été agressée par Damien Abad. Donc je pense que c'est peut-être d'ailleurs lui, on ne sait pas, qui a demandé finalement de partir. Je vous signale, je vous rappelle que la France Insoumise avait annoncé que dès qu'il prendrait la parole à l'Assemblée nationale, il crierait et le ferait. Oui, ça, sur ce point-là, effectivement, il ne pouvait pas rester. Et même pour lui, le connaissant un tout petit peu, je pense que c'était devenu impossible et que je me demande même s'il n'est pas soulagé maintenant de ne pas être ministre. Alors c'est vrai qu'il a tout loupé sur le plan politique, en trahissant sa famille, en partant, etc. Absolument. Bon, mais voilà. Absolument.
Ouais. Écoutez, à suivre. Parlons peut-être de la France insoumise justement et du cas Coquerel. Ce sera dans un instant avec là pour le coup des féministes qui défendent de façon pour le moins étonnante Monsieur Coquerel. En tout cas, la réaction n'est pas la même selon qu'on est de gauche, LFI ou que l'on est de droite. On y revient dans un instant. Les débats avec vous sur Sud Radio. Nous revenons sur ce qui se passe au sein de la France insoumise avec les accusations qui ont été portées contre Éric Coquerel et surtout ces réactions pour le moins étonnantes ou cette absence de réaction des féministes de la France insoumise, à commencer par Sandrine Rousseau, prompte, on l'a dit tout à l'heure, à dénoncer et à demander la démission de Damien Abad, et puis cette espèce de flou autour des accusations autour de Monsieur Coquerel. Alexis, vous qui observez cela avec attention, c'est les indignations à géométrie variable. Oui, vous savez, un peu ça, quand même. Immédiatement, les chaînes d'infos continuent ont invité Sophie Tissier, qui est celle qui a expliqué ce qui s'était passé. On parle de drague lourde, voilà, sur les plateaux. Elles n'ont pas invité, ces chaînes d'infos en continu, les victimes de Damien Abad ou de Gérald Darmanin. De poids, de mesure. Ensuite, si elles l'ont fait, elles l'ont fait. Elle l'avait fait. Ok, bon, là, elles l'ont fait, sauf que les victimes de Damien Abad ne voulaient pas réagir. Ok, très bien. Ouais. Donc là, sur le cas Coquerel, on est très loin d'accusations de viol. On est vraiment très très loin d'accusations de viol. Loin. On voit qu'on cherche à faire des fonds de tiroir pour virer Coquerel de la commission des finances parce que ça en ennuie beaucoup. Et Éric Coquerel va sans doute rester en disant qu'il fera son boulot. Il va regarder ce qu'il y a sous le capot. Et visiblement, plein de gens ne voudraient pas qu'on ouvre cette boîte de Pandore qu'est la commission des finances. C'est à se demander si des gens ont des choses à cacher. Mais c'est marrant ça. Alors là, je voudrais réagir à ça. Je voudrais réagir à ça parce que c'est insupportable. Moi, je n'étais pas pour du tout cette nomination. Non. Et j'ai reçu même des messages disant elle doit avoir un compte caché, elle a peur qu'on regarde. C'est n'importe quoi. Les ministres c'est quoi le problème qu'Éric Coquerel soit à la tête de la commission des finances? Mais c'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème est que quand il y a une plainte ou qu'il y a une accusation de violence sexuelle, là, on parle pas de viol. On parle pas de viol. On ne parle pas du tout de la même chose. Je suis d'accord. Alors, je finis juste. Ça n'a rien à voir. Je suis contre Coquerel à la commission et je trouve scandaleux qu'on l'attaque sur ce point-là pour l'en virer. Voilà. Je suis contre, je l'ai déjà expliqué, parce que les entrepreneurs, c'est symbolique, il a une attitude face au capitalisme, au libéralisme, à l'entreprise qui est effroyable. Et puis, il y a d'autres gens qui disent, dont d'ailleurs certains de son camp, qu'ils peuvent avoir accès à tous les dossiers et qu'on va voir ce qui se passe dans le fond, etc. Pourquoi pas? Le problème est que de toute façon, on ne doit pas tricher. Mais c'est vraiment. Mais c'est pas le sujet, Sophie. Les ministres précédents n'ont pas. Si, c'est le sujet. Mais que ce soit Éric Coquerel ou Jean-Paul Schmurtz, on s'en fout. La question est qu'il y a un homme aujourd'hui qui est accusé d'un certain nombre de choses. Et je vois une magistrate qui dit, juste pour info, une main au cul, comme j'ai pu le lire ici, c'est une agression sexuelle, à savoir une atteinte sexuelle commise par surprise. C'est 5 ans encourus. Vous pouvez dire ou ce que vous voulez. La question n'est pas de savoir si c'est Coquerel ou du Schmoll. La question est de dire qu'on a une Sandrine Rousseau qui dit on vous croit, sauf qu'on ne vous croit plus à partir du moment où ça concerne le chef de la France insoumise. C'est là où il y a un problème. Alex Armand. C'est là où je suis d'accord. Là, il y a un problème, c'est vrai. C'est là où je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est pas une absence de réaction. C'est une réaction contraire. C'est-à-dire qu'elle réagit pour dire l'inverse de ce qu'elle a dit la semaine d'avant. Donc, c'est là où ça pose un problème. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut attendre. Il faut attendre, calmer les choses, parce que là, ça s'est enflammé depuis qu'Éric Coquerel a été élu président de la Commission des finances, parce que c'est malheureusement, en ce moment, un petit peu la mode de ressortir des choses. C'est bien, il faut le faire. C'est important dans ce contexte-là de le faire, mais il faut faire attention à ce qui est dit. Moi, là où je veux attirer l'attention, c'est que le mouvement MeToo, il a existé, il a émergé sur Twitter. Depuis quelques heures sur Twitter, depuis la prise de parole hier d'Éric Coquerel dans le journal du dimanche et dans l'après-midi à la télévision, je vous engage à aller voir Twitter parce que vous avez des choses qui sortent autour du comportement d'Éric Coquerel. Mais là où je rejoins Alexis Poulain, c'est que pour le moment, ça peut pas être caractérisé de viol. C'est pas un viol. Non, ça on est d'accord. Non. Ce sont des agressions. C'est là où vous avez raison, Valérie. Ce sont des agressions parce qu'on parle de mains baladeuses, on parle de gestes insistants lors de soirées. Oui, mais Sophie, que ça ne vous plaise pas, c'est
Les faits juridiques sont comme ça. Donc, ça peut être caractérisé. Et là, non, je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas parmi les femmes qui nous écoutent, j'aimerais celle qui n'a jamais eu une main baladeuse. Non, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ça, après, ça c'est pas moi d'en juger. Voilà, les faits sont tels quels. Premièrement, et deuxièmement, vous avez depuis hier des faits qui remontent, des suivis de tweets, et pas que de responsables politiques ou de gilets jaunes, de créatrices YouTube envers Éric Coquerel. Même qui sont en train de remonter. Donc attention, n'allons pas trop vite, mais écoutons ce qui est dit et ce qui est annoncé. Il faut faire preuve de calme et de sérénité dans ces histoires parce que c'est tellement grave pour les victimes qu'il faut faire attention à ce qu'on lit et ce qu'on entend. Sophie Tissier sera tout à l'heure l'invitée d'André Berkoff dans une vingtaine de minutes, donc elle pourra s'expliquer et raconter sur Sud Radio ce qu'elle a vécu. On l'a entendu hier sur BFM. Moi, je l'ai écouté hier. J'ai écouté Éric Coquerel, j'ai écouté Sophie Tissier. Excusez-moi, mais là je rejoins Alexis. Enfin, c'est de la drague. Alors la drague a mal tourné. C'est de la drague lourde, voilà. C'est de la drague lourde. Mais enfin, il n'y a pas eu d'agression sexuelle. D'ailleurs, elle-même ne veut pas aller porter plainte au commissariat parce qu'il n'y a rien comme plainte à déposer. Alors d'ailleurs, on n'en parle pas, mais cette commission de LFI des violences sexuelles. Alors ce truc m'énerve au plus haut point parce que LFI crée une instance pour gérer les violences, mais c'est pas à LFI de gérer ces cas-là, c'est à la police. Les commissariats aujourd'hui sont ouverts. Il y a des policiers qui sont formés pour accueillir les femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Si Sophie Tissier est sentie agressée par Éric Coquerel, mais qu'elle aille au commissariat déposer plainte. Non, mais c'est pas si simple que ça. On va pas refaire l'histoire à chaque fois. 1% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation. Il y a que 10% des femmes qui sont agressées qui portent plainte. Pourquoi ça ressurgit d'aller sur un plateau télé. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. D'aller au commissariat. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Alex Darmon, je voudrais qu'on revienne. On va refaire un aller-retour sur la composition du gouvernement et sur le cas Gérald Darmanin, qui voit son ministère élargi aux Outre-mer, c'est ça ? Ouais, c'est quand même quelque chose de très important parce que vous aviez un ministre des Outre-mer sous le précédent quinquennat qui était Sébastien Lecornu. Les Outre-mer, c'est quand même une poudrière, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, lors des dernières élections, a beaucoup joué contre Emmanuel Macron et pour NUP, en faveur de NUP et pour Marine Le Pen aussi, rappelez-vous, lors du second tour de l'élection présidentielle. Et là, Emmanuel Macron sent bien qu'il faut qu'il réagisse auprès des Outre-mer. Alors vous pouvez l'interpréter de deux façons, cette nomination et cet élargissement des compétences de Gérald Darmanin, c'est les Outre-mer finalement, c'est l'intérieur, malgré tout, ça reste l'intérieur de la France, et donc on rattache les Outre-mer au ministère de l'Intérieur et on y donne un secrétaire d'État. Ou deux, voilà, il y en a un qui va être rattaché à Gérald Darmanin, ou deux, c'est finalement, ça n'a plus autant d'importance que ça. Emmanuel Macron a été légèrement échaudé par les résultats et il décide simplement de donner un secrétariat d'État et d'en faire une compétence de plus au ministère de l'Intérieur. J'avoue que là, il faut quand même apporter une clarification parce que on ne sait pas comment les Outre-mer vont être traités lors de ce quinquennat. Vous aviez un ministre qui était quand même très important pour Emmanuel Macron et qui était très réactif, qui était Sébastien Lecornu, qui était un bon ministre et qui essayait de gérer le mieux possible la façon des Outre-mer, des Ultramarins. Là, ça va être un petit peu plus compliqué à mon sens quand vous êtes Gérald Darmanin, vous devez gérer déjà l'intérieur du pays, la métropole, qui est en ce moment à feu et à sang, entre guillemets, et que vous allez devoir gérer la situation là-bas. Je comprends pas ça. Et en plus, comment vous l'expliquez ? Et pardonnez-moi, mais c'est une promotion alors qu'il y a quand même très peu de temps. Il y a quand même eu un échec Darmanin. Peut-être que c'était pas de sa faute, peut-être que, l'échec de ce stade, des événements du Stade de France, ont quand même m'ont beaucoup troublé, moi. Alors, la ministre de l'Intérieur qui a menti, mais ça m'a beaucoup troublé. On n'a pas eu d'explication là-dessus. Il a été obligé de passer devant une commission. On le promeut en donnant effectivement, en plus, une charge qui est difficile. Donc, je ne comprends pas du tout ça. Alors, juste Marine Le Pen qui a réagi. Par un simple communiqué de presse, Emmanuel Macron annonce le nouveau gouvernement. Ceux qui ont échoué sont tous reconduits. Le président de la République ignore ainsi une nouvelle fois le verdict des urnes et la volonté d'une autre politique. Un mot sur au Parlement. Pardon, oui, ça promet au Parlement. Un mot rapidement sur effectivement ce que soulignait Alex Darmon, c'est-à-dire adjoindre les Outre-mer à l'intérieur. Ce n'est pas neutre. Alexis ?
Bah oui, non, c'est clairement que derrière, on sent que ça va tanguer sérieusement. On a vu les différentes phases quasiment insurrectionnelles. Donc, si l'intérieur reprend les outre-mer, il y a une raison, et c'est sans doute celle-là. C'est pas bon signe pour la santé sociale du pays. Allez, c'est fini, pardon. Merci à tous les quatre. Et dans un instant, donc André Berkoff qui recevra Sophie Tissier pour évoquer Éric Coquerel et les accusations dont il fait l'objet de la part de Sophie Tissier. À demain, très bonne journée sur Sud Radio.